Bonjour et bienvenue sur les antennes de TLM en direct du Salon Classe Export pour cette spéciale Maroc, puisqu'on est non seulement dans la journée de l'international sur TLM, mais on est aussi sur un certain nombre de pays qui sont en très forte croissance. Le Maroc en fait partie, puisque c'est un peu un débouché naturel pour nos entreprises. Pratique des affaires au Maroc, c'est un peu le thème de notre plateau pour essayer de décoder un peu comment on travaille avec les pays du Maghreb et principalement avec le Maroc. Shafika El Abti, notre consul général du Maroc à Lyon, bonjour. Vous êtes une consul générale récente, vous avez été nommée quand ? J'étais nommée en septembre 2013, mais j'étais déjà consul général en région centre à Orléans depuis 2011. J'en profite que vous êtes là pour poser une question, parce que, chose qu'on ne s'en aperçoit pas vraiment, mais la présidente, c'est une présidente du patronat au Maroc, donc la place des femmes au Maroc devient de plus en plus importante. C'est un constat de société, ou est-ce que le fait que ça soit une consul femme, vous n'allez pas me dire l'inverse, est un fait marquant, ou est-ce que vraiment la femme dans les affaires au Maroc est quelque chose qui devient de plus en plus important? C'est un constat de société, mais qui traduit une vraie volonté politique à mettre la femme en avant, à renforcer son rôle et à lui donner toute sa place dans la société marocaine. Aujourd'hui, les femmes marocaines sont à tous les niveaux de responsabilité, comme vous le dites, comme vous l'avez noté. La patronne de la CGEM, équivalent MEDEF, est une femme qui a été élue donc à la tête de cette organisation. Il y a par voie d'élection, mais également par voie de nomination par Sa Majesté. Parce que ce qu'il faut souligner ici, c'est que l'institution monarchique Sa Majesté le Roi est très attentif à cette question de renforcement des droits des femmes au Maroc. Et de la parité homme-femme, comme chez nous? La parité, on y travaille, oui, un peu sur certains points. Quand je soulève la question avec certaines on n'y est pas encore. Amies, non, amis, on est à quelques points près. Il y a beaucoup de... Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de réformes dans la société marocaine qui ont été enclenchées et qui ont concerné de manière un peu particulière la femme, parce qu'on a eu le code de la famille, on a eu le code de la nationalité, on a eu le code électoral qui renforce la participation des femmes dans la sphère politique. Pour vous donner juste une idée sur le progrès et l'avancement des choses, en 2003, on était à 0,53 en tant que représentation dans les conseils municipaux. Et en 2012, on était à 12%. Voilà. Donc, on n'est pas au Parlement, on est à 17% de femmes députées. C'est pas vraiment. Ne sous-estimez pas. C'est pas la masse critique. Les femmes d'affaires au Maroc. Voilà. C'est pas la masse critique pour influencer encore les décisions, mais quand même, on a fait beaucoup d'avancement au Maroc dans ce sens-là. Les défis restent quand même importants. Il faut le reconnaître. Pour l'accès au marché de travail, il y a une crise de confiance générée par des clichés sociétaux liés au genre, il faut le reconnaître. Pour l'accès au financement pour les femmes, quand même, on est à 9 000, 10 000 entreprises féminines dirigées par les femmes. Et aujourd'hui s'ouvre à Marrakech la 5e édition du Global Entrepreneurship Summit. Et la première journée, le 19, elle est dédiée à l'entrepreneuriat. Voilà. Et même l'inscription, elle a été gratuite, pour vous dire. C'est pour encourager les femmes à entreprendre. C'est comme pour les boîtes de nuit en France. Non, pardon. Khadija Bolaga, voilà une femme qui va nous parler. Alors, Khadija, vous dirigez ERAI au Maroc. Alors, ERAI, je rappelle que c'est le bras armé de la région Rhône-Alpes au Maroc. Donc, on ne va pas reparler des femmes. Mais est-ce que vous pourriez nous brosser un petit tableau des principaux secteurs ou de ce qui vous paraît comme important à savoir dans la pratique des affaires au Maroc? Merci Marc, merci à Classe Export pour cette invitation. Effectivement, les secteurs porteurs que nous ciblons essentiellement pour les entreprises de la région Rhône-Alpes sont sous le couvert de la sous-traitance industrielle. On parle de co-traitance industrielle sur un partenariat win-win avec les entreprises marocaines. Donc je cite les secteurs de l'automobile, aéronautique, avec une forte compétence en matière d'engineering, en équipement, bien industriel,
système, électronique embarquée également. Donc, automobile, c'est à cause de Renault, enfin de l'implantation Renault, hein, c'est ça, en qui a entraîné beaucoup de sous-traitants. En partie, avec les équipementiers de rang 1. D'accord. Donc une forte demande de fournitures en local et une co-traitance. C'est quelque chose qui est stable au jour d'aujourd'hui ou est-ce qu'il y a encore des opportunités pour des entreprises du secteur ? Il y a encore des opportunités. On parle prochainement de la deuxième ligne de Renault-Nissan sur le nord. On parle de Volkswagen, l'implantation sur la zone de Kenitra Automotive City, une des P2I qu'avait cité Madame la Consul. Donc c'est qu'un commencement. On est en phase de développement encore. Et alors, les entreprises marocaines sont très structurées déjà localement dans ce secteur-là, dans cette filière. Oui. Ou est-ce que c'est des entreprises françaises en fait, qui se sont implantées? Est-ce qu'il faut s'implanter avec son tissu industriel ou est-ce qu'il faut chercher des partenaires? Les deux, mais on recommande fortement la participation d'un partenariat local pour appréhender le marché et rapidement monter en croissance. Ok. Aéronautique de la même façon, c'est ça? Aéronautique de la même façon, puisqu'on est sur des métiers similaires. On parle d'usinage, de décolletage. On parle également d'ingénierie, d'électronique embarquée. Donc on est sur les mêmes segments de marché. D'accord. Donc là, c'est parce que les sous-traitants de rang 1 se sont implantés sur place. Donc c'est existe un besoin, exactement. C'est avec eux qu'il faut traiter, quoi, finalement. Qui draine un marché pour les entreprises en alpine. Ok. Autre secteur qui vous paraît important? Sous couvert de l'environnement, les eaux de manière générale, tout ce qui est lié autour des eaux domestiques, eaux industrielles, des traitements, stations d'épuration. Donc une forte implication des entreprises françaises aussi, notamment je pense à l'IDEC avec le conduit entre Casablanca et Znata, la zone de Znata qui est au sud de Casa. Également la partie ENR bien sûr avec les plans solaires et plans éoliens qu'a mis en place le gouvernement ces dernières années. On parle beaucoup d'énergie, du plan Maroc Vert, hein, c'est ça dont on parle. Maroc Vert, c'est sur l'agriculture. Sur le plan solaire, il y a un plan dédié sur toute la partie photovoltaïque, énergie thermique, énergie photovoltaïque, et la partie éolienne également. Ça veut dire que alors là, c'est les donneurs d'ordre, c'est les municipalités ou c'est les collectivités, l'État et de plus en plus de consortiums d'entreprises également pour exploiter cette partie. Donc il y a aussi des acteurs privés sur le sujet. Tout à fait, oui. Très bien, qui sont des investisseurs. Qui sont des investisseurs potentiels européens, français, européens. D'accord. La présence des Chinois dans les secteurs infrastructures est importante ou pas vraiment au Maroc? Elle est compétitive, mais c'est vrai que les Marocains préfèrent travailler largement avec les Européens. Ouais. Bon, la France est deuxième aujourd'hui. On est passé juste derrière l'Espagne, mais les relations avec la France sont on va dire, confiantes. D'accord. Troisième secteur qui vous parle? Le troisième secteur, NTIC, offshoring. Le Maroc est la première destination francophone d'Afrique sur ce secteur et il y a un fort potentiel également sur ce segment. On va le voir avec quelques chefs d'entreprise qui vont témoigner. On parle de TIC, ça tombe extrêmement bien. Je vous présente Laurent Fiard, qui est président du groupe Visiative, et président du MEDEF aussi, en l'occurrence du Rhône. Alors Laurent, vous, le secteur TIC au Maroc, d'abord vous le vivez depuis un certain temps. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur le Maroc? Alors bonjour, oui. Visiative est implanté sur le Maroc depuis maintenant presque 7 ans et de manière plus dynamique depuis 2 ans. Et alors, pour vous, c'est un marché en tant que tel. Rappelez-nous peut-être ce que vous faites en termes vous êtes dans le logiciel, hein, c'est ça? Alors, Visiative est un accélérateur de la transformation numérique des entreprises et plus particulièrement des PME. Donc, on est intégrateur et éditeur de solutions logicielles qui permettent à une entreprise de se transformer et de bénéficier de l'ensemble de la dynamique du numérique et notamment des outils numériques qui permettent aux entreprises d'être et de devenir des entreprises collaboratives. Donc le Maroc sur le numérique, donc c'est comme on l'a dit, un pays qui se transforme, un pays qui investit. Donc le numérique, c'est aujourd'hui 45 milliards de dirhams avec 120 000 emplois en 2013, donc une dynamique forte, une dynamique d'écosystème. Plus particulièrement à Casablanca sur le site Casa Nearshore sur lequel nous sommes implantés.
On a parlé de l'implantation des sociétés françaises sur Casanir-Shore, ça représente plus de la moitié des entreprises. Donc Casanir-Shore, c'est 300 000 mètres carrés, c'est plus d'une cinquantaine d'entreprises. Mais là, vos clients, c'est des entreprises marocaines ou c'est des entreprises françaises qui sont implantées au Maroc? Alors l'origine de notre implantation était plutôt à la base pour accompagner les entreprises, nos clients PME, sur le territoire marocain dans la dynamique de transformation numérique. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons plus de 100 clients sur le Maroc. Donc le Maroc est très actif en termes d'accompagnement des entreprises et plus particulièrement des PME sur la transformation numérique au travers d'un plan qui s'appelle Plan numérique Maroc 2013 et qui va se prolonger sur 2020, donc avec des mesures très incitatives d'investissement et de subventions pour que ces entreprises se transforment. Ok. Et alors, Jean-Louis Guigou disait porte d'entrée vers l'Afrique, cette espèce de verticalité qu'il évoquait. Vous la ressentez aussi de votre côté dans les affaires? Alors tout à fait, puisque donc Visiative est un groupe en mouvement, un groupe en forte croissance, puisque nous avons doublé notre chiffre d'affaires depuis 4 ans, 5 ans. Donc il est bien évident que pour nous, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont propices à la croissance et le Maroc correspond à un tremplin pour adresser ce marché. Donc nous avons déjà plusieurs clients en Afrique subsaharienne. Il faut savoir que les entreprises marocaines, que maintenant au Maroc on compte des leaders panafricains en matière des banques, dans le secteur de la banque, des télécommunications et aussi des assurances. Donc ces entreprises qui travaillent au Maroc apportent et leur expertise et leur proximité réelle, culturelle et spirituelle auprès des pays des États de l'Afrique, dans la quête et dans la mise en place d'un partenariat responsable et respectueux des spécificités de chacun et des choix et des intérêts de chaque pays. Et c'est ce que le Maroc peut offrir aux entrepreneurs marocains, français et aux entreprises désireuses d'investir en Afrique. Difficulté sur le Maroc? Est-ce qu'il y a une difficulté à signaler à nos auditeurs en particulier? Alors, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc les avantages, j'en ai parlé, c'est l'incitation sur la transformation numérique des entreprises clientes. On a aussi beaucoup d'avantages sur l'embauche de collaborateurs et notamment plus de 10 000 ingénieurs qui sortent chaque année, donc ressources qualifiées qui nous permettent d'assurer de la croissance. Donc il faut savoir qu'on a aussi un accompagnement de l'État sur ce transfert de compétences. Après, les difficultés sont des difficultés plus orienté business, puisque quelques difficultés de recouvrement et tout le monde dit ça, quelques difficultés aussi d'aide et notamment du gouvernement à se faire payer sur ces donc il faut bien aborder ces paiements. Donc il faut venir avec un peu de fonds propres, ça se passe pas. Pas être pressé. Pas être pressé, très bien. Philippe Hérault. Quand même la COFES. J'étais sûr qu'elle allait dire quelque chose. La Conseil général ne pouvait pas ne pas intervenir. La COFES Maroc, elle est favorable pour les délais de recouvrement au Maroc. C'est vrai que les délais sont un peu lents, mais rien d'inquiétant. Et c'est favorable. Philippe Hérault, bonjour. Vous êtes président aussi d'une entreprise qui travaille sur le Maroc depuis longtemps, qui s'appelle Mixel. Vous êtes aussi président de la Commission internationale de la Chambre de commerce de Lyon. Alors là, c'est plutôt au chef d'entreprise que je m'adresse. Vous êtes dans le secteur de l'eau, hein, c'est ça, enfin, entre autres. Oui, moi, je suis dans le secteur industriel avec deux gros pôles, chimie et eau. Donc le secteur de l'eau, on en a parlé, est un secteur porteur. C'est un secteur où les entreprises françaises, les grands constructeurs français de stations de traitement d'eau, par exemple, sont présents. Et sur ce secteur, comme sur d'autres, on a deux grands concurrents. Et les entreprises françaises ont deux grands concurrents, l'Espagne et la Chine. Et avec... je ne dis pas ça pour que ce soit désespérant, parce qu'au contraire, il y a un retour de manivelle ces temps-ci. Un certain nombre de stations de traitement d'eau qui ont été co-contractées par des entreprises chinoises et parfois européennes, ça s'est très mal passé. Ah oui.
très mal passé. Il y a des stations qui n'ont jamais démarré correctement. Et c'est la même chose avec des stations, avec des projets menés par des Espagnols qui ont gagné par des prix extrêmement bas et qui n'ont jamais réussi à fournir le bien en état au prix où ils l'avaient vendu. Donc il y a eu des problèmes. Le savoir-faire français, finalement, n'est pas si mauvais. Alors, le français est plus cher, mais à la sortie, le coût total est plus faible. Donc, il y a vraiment des choses à faire pour les entreprises françaises. Mon deuxième secteur, c'est le secteur de la chimie, avec le gros client pour tous ceux qui sont équipementiers dans ce domaine-là, qui est l'OCP, l'Office chérifien des phosphates. Alors, le Maroc, c'est... omnipotent au Maroc. Hein. Je pense que l'OCP, on entend parler de toute façon quand on fait des business sur le Maroc. Hein. Avec l'inconvénient, c'est que c'est la cible de tout le monde. Tout le monde veut rentrer à l'OCP, donc c'est très compliqué parce que tout le monde fait les efforts pour rentrer à l'OCP. Et l'avantage et l'inconvénient du Maroc. L'avantage, c'est que le Maroc est vraiment un pays ami. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est plus simple, enfin, que c'est très simple. C'est un pays ami, mais avec une culture différente. Entre autres, la culture de la fidélité. Ce qui manque beaucoup d'ailleurs aux entreprises françaises, aux grands groupes français. Les grands groupes marocains sont fidèles à leurs fournisseurs, ce qui rend difficile la pénétration quand il y a déjà des concurrents en place. Donc il faut être persévérant, il faut trouver la bonne clé, le bon passage, l'innovation qui va permettre de rentrer. Les inconvénients, c'était une forme de corruption qui faisait que c'était assez difficile quand on n'avait pas la bonne clé sur ce domaine-là. C'est quelque chose, on ne va pas le cacher, ça existe encore, c'est en très forte diminution. En tout cas, il y a des mises en place régulières de nouvelles structures, de nouvelles organisations pour réduire cet effet-là. Donc ça n'est plus quelque chose, ça ne doit plus être un épouvantail. Il faut savoir que le petit cadeau est quand même sympa, mais c'est ce côté amical qu'on a avec les Marocains. Donc il y a vraiment des opportunités. C'est un pays ami, c'est un pays que je recommande aux exportateurs qui ne sont pas encore très aguerris au grand export, parce que ça va être une passerelle extraordinaire. On l'a dit tout à l'heure et de façon absolument magistrale, c'est la passerelle francophone pour aller attaquer le reste de l'Afrique, que le reste de l'Afrique soit francophone ou non. Donc c'est vraiment la passerelle formidable. On rentre comment à l'OCP donc? Alors pour rentrer à l'OCP, il faut être techno. C'est une société qui demande de la technologie. Malheureusement, qu'il y a aussi une grande inertie. Donc il faut rentrer. Un des conseils que je peux donner, c'est d'essayer sur une niche au sein de l'OCP, d'amener une innovation et de proposer de faire l'essai. Allez-y, essayez mon matériel. C'est ce que j'ai fait sur un appel d'offres qui était une reconduction. Ça veut dire qu'il faut investir. Il faut investir, mais comme de partout. Il faut investir. Et alors vraiment, au niveau de cette amitié entre les deux pays, ne tombons pas dans la facilité. Les cultures sont quand même différentes. Il faut quand même bien comprendre la culture marocaine. Certes, c'est plus facile de comprendre un Marocain qu'un Chinois, mais il ne faut justement pas oublier quand même de le comprendre. Oui, c'est quand même une autre culture, donc il ne faut pas se dire que c'est la langue française. On ne parle pas forcément le même français parce qu'on n'a pas forcément la même culture. La langue peut être considérée comme un faux ami ou un ami traître, c'est-à-dire qu'on croit qu'on a fait pareil, qu'on réfléchit pareil, alors qu'il y a quand même un certain nombre de différences qui ne sont absolument pas insurmontables, qui sont totalement acceptables par les deux parties, donc ce n'est pas compliqué. Il faut juste être vigilant et puis il faut aimer le Maroc. Je crois qu'il faut aimer le Maroc et alors ça, c'est pas difficile d'aimer le Maroc. Il suffit d'y aller une fois. C'est un bon vendeur. Hein. C'est ce que prône le Maroc parce que aller faire des affaires pour des affaires, ça ne réussit pas toujours. Mais coupler l'action politique avec le respect de l'identité et de la culture et réaliser le développement humain, c'est l'approche globale et cohérente qui peut mener à la réussite. Juste un mot sur cette question de corruption qu'a soulevé Philippe et qui est un réel souci, un réel fléau au Maroc, dirais-je même. Mais la prise de conscience politique, elle est là, parce que les deux instances, que ce soit celle pour la concurrence ou celle de la lutte contre la corruption, ont été constitutionnalisées en juillet 2011. Oui, mais on ne change pas les habitudes aussi vite non plus. Voilà, donc ça, c'est une réalité. Lionel Pinelli, vous êtes chef d'entreprise installé au Maroc. Tout à fait. Vous êtes depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Alors vous êtes sur un secteur qui est le secteur de l'immobilier, c'est ça? Le secteur de l'immobilier sur des centres commerciaux. L'immobilier, je suis sûr que ça marche bien au Maroc. Parce que... Ça marche bien et il faut savoir le faire marcher. Et ça marche exactement comme en France.
On peut s'imaginer que l'immobilier au Maroc, ça va être les petites annonces, etc., ou le bouche à oreille, mais c'est complètement faux. Il y a un développement Internet qui est vraiment très très important et on travaille exactement comme en France, si ce n'est mieux, parce que les gens sont très très férus d'Internet. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc ça veut dire que finalement, c'est un pays qui est passé directement, non pas comme nous, par l'âge du Minitel finalement, mais directement à l'heure d'Internet et des smartphones. Tout à fait. Si vous passez une publicité ou quoi que ce soit sur Internet, n'importe qui dans la rue va l'avoir sur son smartphone. Ouais. Et c'est des gens qui, vous n'allez pas penser qu'ils peuvent avoir un smartphone avec Internet, mais ils vont vous appeler et ça va... Il n'y a plus de bouche à oreille pratiquement. C'est que de l'Internet. Ah oui, alors donc on disait le téléphone arabe et le bouche à oreille, c'est Internet. C'est Internet. C'est amusant. Oui, en 2 mots, il y a toujours beaucoup de projets immobiliers, notamment dans le tourisme, ou est-ce que ça s'est un peu calmé? Ça s'est un petit peu calmé. Là, il y a une reprise. Alors ça dépend des régions. Sur la région de Tanger, par exemple, où je suis, il y a beaucoup de projets. Il y a des projets à un certain moment qui ne sont pas arrivés au bout parce qu'il y a des compagnies espagnoles, etc., qui se sont essoufflées. Alors ça a fait une mauvaise publicité. Mais maintenant, tous ces projets-là repartent avec des nouveaux investisseurs. Et Tanger, par exemple, est en train de changer du tout au tout avec un développement qui est extraordinaire avec le port, avec tout ce qui s'ensuit. Et la volonté royale de faire avancer les choses. Donc ce qui veut dire que pour les entreprises, dans le second œuvre du bâtiment, il y a probablement des opportunités ou des choses à faire. Énormément. Énormément parce que le Maroc souffre au niveau second œuvre, au niveau de la finition. Il y a besoin de plus de compétences, si vous voulez. Donc les gens ont besoin de formation et on voit les différences sur les aluminiums, sur beaucoup de choses comme ça, ce qui fait qu'il y a beaucoup de portes ouvertes sur le second œuvre. Si je voudrais ajouter quelque chose, nous avons accompagné cette année une grosse société de la région Rhône-Alpes en tout ce qui est système de coffrage. Donc le développement a été fait en 2 étapes sur la première région de Casa, Tanger, et maintenant sur l'Afrique subsaharienne. Laurent, vos salariés sur place, c'est 100% marocains ou est-ce que vous avez des expats ? Alors, nous, on a eu la chance d'avoir un collaborateur qui est avec nous depuis 15 ans et qui a la double nationalité, donc qui est d'origine marocaine, qui a développé la filiale à Casablanca. Donc d'abord dans un objectif commercial et maintenant dans un objectif complémentaire de nearshoring. Et l'ensemble de nos collaborateurs maintenant au Maroc sont marocains. Très bien. Oussama Loukili, bonjour. Alors, vous êtes vice-président du Forum, alors qui est, dites-moi, le Forum des organisations issues de l'immigration. De solidarité internationale issue de l'immigration. Alors ça, Laurent est un très bon cas, donc je vais poser la question à dessein, bien entendu. Combien il y a de Marocains en France, par exemple, de Marocains de l'étranger ? Combien il y a de Marocains? Enfin, il faut... Bon, tout d'abord, je vous remercie un peu pour cette invitation et je veux saluer aussi l'efficacité de Madame la Consul, qui est une très bonne, même excellente ambassadrice du Maroc et qu'elle essaie de faire évoluer un peu le partenariat sur la dynamique. C'est une femme et qu'elle vaut mieux que 3 ou 4 hommes sur Alors, le territoire combien de français. Marocains sur la place française En France, il doit y avoir entre 1 million et 1,5 million de personnes d'origine marocaine ou marocain. Parce que, bon, il y a la question de la double nationalité, parce que les statistiques qui existent au niveau du Maroc, c'est les statistiques des consulats. Et vous généralement, je suis d'origine marocaine, je suis un franco-marocain. Franco-marocain. Voilà. Vous êtes de Dunkerque, c'est ça? De Dunkerque, oui. Personne n'est parfait. C'est à côté du Maroc. Non, alors, est-ce que c'est pas ça le trait d'union, finalement, pour faciliter les affaires entre nos 2 pays? Laurent, lui, il a un directeur de filiale franco-marocain ou d'origine marocaine. Est-ce que c'est pas ça notre chance? Tout à l'heure, on a parlé en termes de climat des affaires, d'investissement, d'implantation, on a parlé de partenaires locaux. Bon, il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'investisseurs d'origine marocaine qui
par investir au Maroc. Et je pense que parmi les choses qu'on ne développe pas assez, c'est ce partenariat entre des personnes qui sont installées en France et qui souhaitent investir au Maroc d'origine marocaine, d'autant plus qu'il y a énormément de facilités, d'accompagnement, même en termes d'investissement. Il y a des fonds de garantie, il y a un certain nombre de programmes pour inciter les MRE, ce qu'on appelle communément les MRE, les Marocains, les Marocains résidant à l'étranger. Ah oui. Et ça, c'est vraiment, c'était structuré au Maroc. Hein, parce que c'est pratiquement un des à que je vois à quel point c'est structuré. Alors, c'est d'autant plus que c'est structuré, il y a un ministère dédié au ministère, au MRE. Il y a une fondation, une fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger. Il y a la fondation Mohamed V qui fait un peu l'accompagnement. Il y a énormément de structures, mais cristallisées autour d'un ministère des MRE et qui mettent en place un certain nombre de programmes, d'accompagnement pour l'investissement en termes moi, je trouve que franchement, c'est intéressant, c'est extrêmement intelligent d'avoir mis ça en place parce que finalement, vous avez 1 million de porte-parole ici en France pour développer du business. Bien sûr. Enfin, je suis sûr qu'il y en a ailleurs qu'en France d'ailleurs. Moi, je voulais revenir sur autre chose rapidement. On parle des Marocains résidant à l'étranger, enfin pour les MRE, qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais aussi, je vais reprendre ma casquette française, quand je suis, parce que je suis depuis septembre installé aussi au Maroc pour un programme, on va vous parler de ça tout à l'heure, c'est qu'il faut que les Français installés en France parlent un peu plus de la France. Parce qu'il y a un problème majeur, c'est que les Français, je ne parle pas des investisseurs, je ne parle pas de chefs d'entreprise, je parle des autres Français qui sont soit dans la mission française, soit ils sont dans les consulats, dans les ambassades, etc. Parfois, ça s'avère des mauvais ambassadeurs, c'est-à-dire ils ne parlent pas pour, c'est-à-dire pour mobiliser les Francs, pour parler de la France, pour vendre le produit France. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour la France à cultiver et que, comme les Marocains d'ici, ils sont des ambassadeurs pour le Maroc, pour vendre le Maroc, il faut que les Français vendent aussi le produit France. Il faut qu'ils vendent le France et qu'ils ne restent pas entre eux dans des petites associations, dans des clivages, etc. Il faut vendre le produit France parce que le combat, il est acharné avec les autres nationalités, avec les Américains, avec les Canadiens. Donc, moi, j'appelle les Français de France à se mobiliser pour leur pays et à vendre le produit France. Très bien. Soyons fiers de nos racines. C'est marrant que ce soit vous qui l'exprimiez de cette façon-là. Je voudrais juste saluer la présence d'un représentant du ministère des Marocains résidant à l'étranger et qui est exposant sur ce salon. Très bien. Bon, c'est adressé directement à vous, là, Khadija. Donc, j'intervienne. Donc là. Donc, Erail, dont je suis la directrice de la filiale Erail Maroc, entreprise Rhône-Alpes internationale. Faites attention, parce que vous parlez bien de la France. Vous accompagnez combien d'entreprises de la région? De la région, on est sur Erail Group, on est sur un peu plus de 300 entreprises annuelles. D'accord. C'est quand même relativement important. Oui. Erail, c'est un réseau de 21 représentations dans le monde, alors, mais en ce qui concerne le Maroc, et ça c'est important, 98% de mon chiffre d'affaires est origine France. Et nous accompagnons toutes les entreprises françaises, de la TPE jusqu'à les ETI, d'ailleurs avec le partenariat de l'AMDI, qu'il faut souligner aussi est présent l'occasion du salon. Sous le pavillon Maroc, l'agence marocaine de l'investissement avec qui on est partenaire. Et dans l'objectif de l'interculturalité, puisqu'on parle d'interculturalité sur la France-Maroc, nous avons de nombreux workshops où nous invitons les entreprises françaises à venir nous solliciter pour les introduire dans le meilleur schéma possible. S'il vous plaît, moi je ne parle pas des entreprises, je ne parle pas de la dynamique entreprise, je parle de citoyens français qui est installé au Maroc. Arrêtons le French bashing, c'est ça? Voilà, et qui doit vendre le produit France, le produit interculturel France, le produit comme ils font les Marocains d'ici. Comme nous, quand on est en France, on essaie de faire ce lien. Et quand on est en France, on doit faire ce lien vis-à-vis de notre pays. Donc voilà, donc cette double appartenance, il faut que le Français lambda qui est installé au Maroc, doit avoir aussi ce souci économique
et ce souci de vendre le produit France. Merci Oussama, merci à vous tous. Donc la première façon finalement de faire notre promotion au Maroc, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on se prenne en charge, nous chefs d'entreprise, pour parler de la France de façon la plus adéquate possible. Merci à vous tous, à bientôt sur cette antenne pour un troisième volet et une troisième émission autour de l'implantation au Maroc.